Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Y aura-t-il une position commune Assemblée-Sénat sur le projet de loi sécurité intérieure? Les parlementaires sont réunis depuis 30 minutes. Ils doivent trouver un compromis qui permettrait à ce texte une adoption rapide avant le 1er novembre, date de fin de l'état d'urgence. On en parle dans un instant. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des fonctionnaires, les syndicats se retrouvent ce soir au siège de la CGT pour tenter de mettre au point une stratégie unitaire contre la politique du gouvernement, car les divergences persistent entre les différentes centrales. Le débat est à suivre. La Catalogne retient son souffle car le Puigdemont menace toujours de déclarer l'indépendance de la région qu'il préside, alors que des centaines de milliers d'Espagnols lui ont demandé de renoncer ce week-end. Le décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, députés et sénateurs sont réunis pour trouver un accord sur le projet de loi qui doit renforcer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme. Le texte a été adopté le 19 juillet par le Sénat et le 3 octobre à l'Assemblée, dans 2 versions différentes. Le Sénat, qui se veut le garant des libertés publiques, s'inquiète de certaines dispositions retenues par les députés. On fait tout de suite le point sur les divergences entre les 2 assemblées avec Fabien Recker. En adoptant mardi dernier la loi antiterroriste, les députés ont voté une version du texte conforme au projet de l'exécutif. Au nom de la préservation des libertés individuelles, le Sénat avait restreint les ambitions du gouvernement en première lecture, des réserves dont les députés n'ont pas tenu compte. Sur plusieurs sujets, il y a eu des reculs et qu'on ne nous dise pas que ce texte combat le terrorisme, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est sous état d'urgence et que ce n'est pas pour ça que nous sommes complètement protégés. Parmi les points de désaccord entre les 2 chambres, la fréquence des pointages auprès des autorités pour les personnes assignées à résidence. Ramené à 3 par semaine par les sénateurs, les députés ont rétabli le rythme d'1 pointage par jour voulu par Gérard Collomb. L'obligation ensuite pour les personnes soumises à assignation de remettre leurs identifiants numériques sur les réseaux sociaux. Les sénateurs y voient un risque d'inconstitutionnalité. La fermeture des lieux de culte, enfin, sur la base des propos, idées et théories qui y seraient véhiculés, des motifs jugés trop imprécis par les sénateurs, mais approuvés dans la version votée par les députés. On peut s'interroger sur ce point quant à la validité juridique d'une rédaction trop large. Donc nous aurons aussi là-dessus, je pense, des points de convergence. Il faut qu'on trouve le moyen de rédiger les choses de façon, je pense, consensuelle. La commission mixte paritaire se réunit donc cet après-midi pour trouver une rédaction commune. Si députés et sénateurs ne parviennent pas à un compromis, le texte fera l'objet d'une nouvelle lecture dans chaque chambre. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Bonjour Tam, alors est-ce que la majorité sénatoriale va obtenir gain de cause? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale cet après-midi? Alors il faut bien comprendre, Delphine, qu'ici, sur ce projet de loi, la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale joue sa propre partition. À l'Assemblée nationale, la droite était sur des positions sécuritaires. On se rappelle notamment des sorties d'Éric Ciotti qui a jugé que le projet de loi était laxiste. Et bien ici, au Sénat, la majorité est beaucoup plus nuancée. L'objectif affiché, et déjà depuis plusieurs mois, c'est d'allier l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et une restriction des libertés qui serait proportionnée. En clair, il faut sauvegarder les libertés individuelles, les libertés publiques, et cela même si le danger est grand. Et il semblerait que les pourparlers soient bien avancés et que le Sénat puisse obtenir gain de cause sur plusieurs mesures. Alors tout d'abord, la clause d'autodestruction introduite dans le texte à l'initiative du Sénat. Ce garde-fou fixe une date limite à certaines mesures dérivées de l'état d'urgence, comme les assignations à résidence ou encore les perquisitions administratives. L'Assemblée nationale a accepté le principe de cette date limite qui est fixée au 31 décembre 2020. Et bien cette date pourrait en plus concerner d'autres mesures comme la fermeture des lieux de culte ou encore les périmètres de sécurité. Autre mesure sur laquelle le Sénat pourrait obtenir gain de cause, l'obligation pour les personnes soumises à assignation à résidence de donner leurs identifiants numériques. Fabien Recker l'a rappelé, le sénateur y voyait là un risque d'inconstitutionnalité. Gérard Larcher s'en est fait l'écho dans un entretien au Monde la semaine dernière. Cette mesure pourrait être supprimée. En tout cas, sénateurs et députés sont encore en train de discuter de ce projet de loi. Verdict définitif d'ici quelques dizaines de minutes. Nous serons là.
Merci beaucoup Tam. Effectivement, on vous retrouvera tout au long de cette édition pour nous faire vivre cette commission mixte paritaire en direct. Qui sera candidat face à Laurent Wauquiez le 10 décembre prochain pour la présidence des LR? Plusieurs petits candidats peinent à rassembler les parrainages nécessaires. Laurent Saillé a déjà jeté l'éponge. Héloïse Grégoire. À 2 jours de la clôture des candidatures, ils ne sont plus que 5 à se disputer la présidence des Républicains. Faute de parrainage, Laurent Saillé a jeté l'éponge ce matin et Laurent Wauquiez fait toujours figure d'ultra favori. Les candidats doivent disposer du parrainage d'au moins 2347 adhérents et de 13 parlementaires. Julien Aubert revendique le parrainage d'un peu plus de 1800 adhérents. Le député du Vaucluse est en difficulté et dénonce le mode de scrutin. Ce mode de filtrage favorise ceux qui sont déjà connus, donc ceux qui ne sont pas nouveaux. Donc par conséquent, nous avons organisé un mode de scrutin qui ne permet pas le renouvellement de la classe politique à droite. Soutenu par les jupéistes, Maël de Calan est quant à lui optimiste. Il revendique le soutien de 21 parlementaires et de 2200 militants, ce qui n'est pas encore suffisant. En principe, on y sera, mais on y sera d'autant plus qu'on continue à travailler, on continue à nous mobiliser pour trouver à la fois des parlementaires supplémentaires, des adhérents pour nous soutenir. Parce que ce qui est en cause, c'est pas uniquement d'être candidat et d'être sur la ligne de départ. Ce qui compte, c'est d'être bien placé sur la ligne d'arrivée. Et plus on aura de soutien, plus les idées qu'on porte, qui sont celles d'une droite ouverte, humaniste, européenne, libérale, plus ces idées seront représentées et entendues. L'ancienne porte-parole de François Fillon à la présidentielle, Florence Portelli, est également confiante. Mais elle n'a pas souhaité s'exprimer à 2 jours de la clôture des dossiers. De son côté, l'ancien proche de Nicolas Sarkozy, Daniel Fasquelle, pense se qualifier et déclare avoir, lui, le soutien de 2000 adhérents et le nombre suffisant de parlementaires. Qui sera donc en face de Laurent Wauquiez? Réponse le 26 octobre prochain. À la veille d'une nouvelle grève, les syndicats toujours en quête d'unité. Difficile en effet de fédérer les mécontentements et de manifester ensemble contre la politique du gouvernement. Stéphane Amalian. Tous les syndicats se mobilisent demain pour les fonctionnaires. 130 manifestations sont prévues sur l'ensemble du territoire pour protester contre les suppressions de postes ou le gel des salaires. C'est suffisamment rare que l'ensemble des organisations syndicales appellent en même temps pour être soulignées. Et je pense que ça correspond tout à fait à la situation. Mais au-delà du sort de la fonction publique, la CGT espère peser sur le dossier brûlant de la rentrée, les ordonnances sur le droit du travail. Elle organise d'ailleurs ce soir une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales. L'objectif pour la CGT, c'est d'organiser une grande journée unitaire où justement on pourra faire converger les fonctionnaires, les retraités, les cheminots, la RATP, les salariés du privé, parce qu'il y a beaucoup de mécontentements et il y a des propositions, chaque syndicat a des propositions, mais des propositions alternatives pour corriger ce qui ne va pas dans ce pays. Jusqu'ici opposé aux manifestations, Force ouvrière pourrait accepter le principe d'une grande journée unitaire de mobilisation, mais pas à n'importe quel prix. Force ouvrière ne réclame pas le retrait global des ordonnances. Moi, je suis prêt à défiler avec tout le monde. Ça, c'est pas un problème. Oui, à condition qu'on soit d'accord. À condition qu'on soit d'accord. À condition qu'on soit d'accord sur les objectifs, c'est évident. Pour la CFDT, en revanche, pas question de manifester. Aujourd'hui, il y a un type de syndicaliste qui est celui de la CFDT qui essaie de peser sur le réel. Ça ne nous plaît pas ce qui s'est fait sur les ordonnances. Je le dis, je suis en désaccord. Je vais essayer de le contrer par les décrets et aussi par l'application concrète de ces ordonnances dans les entreprises en aidant nos militants à faire vivre le dialogue social. Les leaders syndicaux restent donc divisés. Ils défileront d'ailleurs tous les 3 demain dans des villes différentes. Alors que l'exécutif doit faire face à une baisse de sa popularité et se voit accusé de mener une politique, je cite, pour les riches, un séminaire était organisé hier à Matignon pour mettre davantage en avant l'action sociale du gouvernement. Sandra Sercara. Un séminaire de travail avec un mot d'ordre: serrer les rangs et mettre plus en valeur l'aspect social de l'action du gouvernement. Car depuis la rentrée, entre les ordonnances sur la réforme du Code du travail et le budget 2018, ce sont surtout des mesures de droite qui ont été mises en valeur. Même si pour Édouard Philippe, cette image de gouvernement des riches ne tient pas. Il y a énormément de mesures dans ce budget qui sont destinées à améliorer et protéger la situation des plus fragiles. Et je constate que lorsqu'on les évoque,
ceux qui nous écoutent, ou ceux qui nous interrogent en tout cas, les écartent assez rapidement du plat de la main. Je considère que revaloriser massivement un certain nombre de minimums, l'allocation pour adultes handicapés, le minimum vieillesse, la prime d'activité, ça ne s'écarte pas du plat de la main. Pour le gouvernement, il est urgent de tourner la page et de parler désormais davantage de protection, avec les réformes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Le lancement d'un plan étudiant et d'un plan pauvreté est également prévu. Un virage social auquel Pierre Laurent ne croit pas. Les mesures annoncées par le gouvernement pour essayer de présenter, de mettre un espèce de vernis social sur le projet de budget sont un cache-misère. Parce qu'en vérité, le gouvernement prend conscience des dégâts qu'a provoqué dans l'opinion l'annonce de son budget, qui est un vrai budget pour les riches, pour la finance, qui est un budget d'injustice fiscale, qui a beaucoup de manœuvres politiques dans l'attitude du gouvernement. Reste à savoir comment cette deuxième étape des grandes réformes sera perçue par les Français. Aujourd'hui, 40% d'entre eux considèrent que la politique du gouvernement est trop à droite. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 consacré à cette grogne sociale et aux moyens mis en place par l'exécutif pour la contrer, avec mes invités sur ce plateau. Marianne-Noëlle Lienemann, bonjour, sénatrice socialiste de Paris, vice-présidente du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Catherine Procaccia est également sur ce plateau. Bonjour, sénatrice LR du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Fabien Gay est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Et j'accueille enfin Jérôme Bignon qui nous rejoint à l'instant. Bonjour, sénateur de la Somme. Vous avez rallié le groupe République et Territoires, les Indépendants. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Fabien Gay. On voit la difficulté des syndicats à trouver une unité pour fédérer les mécontentements. Comment l'expliquez-vous ? Non, mais il ne faut pas dire ça. Il y a beaucoup de grogne sociale et une colère sourde dans ce pays. Et il faut bien qu'on soit attentif à ce qui est en train de se passer. Et depuis que l'élection du nouveau président, la colère ne s'est pas tue et elle ne fait qu'enfler, parce qu'on ne répond pas aux attentes populaires. Et il y a beaucoup de contestations qui se déroulent. Il y a demain une journée intersyndicale sur la question des fonctionnaires. Le président avait dit, vous inquiétez pas, on va augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et puis, il y a la hausse de la CSG, il n'y a pas le dégel du point. On parle maintenant de la remise en cause du jour de carence. On va revenir sur la table. On annonce 120 000 fonctionnaires en moins sur 5 ans dans les 3 fonctions publiques. Il faut maintenant dire où c'est qu'on va les prendre. C'est moins de professeurs, c'est moins de policiers, c'est moins de gendarmes, c'est moins dans la justice. Il faut que maintenant on flèche, parce que quand on dit il faut l'austérité, et puis en même temps, il faut plus de sécurité, par exemple. Là, on voit qu'il y a un écart entre ce qui se dit et puis les actes. Et donc, demain, il y a une journée intersyndicale. Et puis ce soir, je sais qu'à Montreuil, les syndicats vont se réunir tous ensemble pour trouver des prochaines actions. Il y en a déjà eu le 12, il y en a eu le 21. Il y en a beaucoup qui se développent dans ce pays. Et je suis sûr qu'il y aura... C'est aux syndicats, hein, nous on ne donne aucune leçon, moi je ne donne aucune leçon, c'est les syndicats et les salariés à construire leur lutte, mais je sais qu'ils se réunissent ce soir et vraisemblablement ils ne vont rien lâcher sur la question de la loi travail, parce que c'est un coup d'État social et en même temps il y a un mépris de classe extraordinaire. On l'a vu encore dans les déplacements du président Macron et ça fait beaucoup de dégâts chez les salariés. Ouais, Marianne-Noëlle Lienemann, intersyndicale demain, unité syndicale demain, mais sur les ordonnances, c'est un peu plus partagé. Sandra Cerquera nous l'expliquait et Stéphane Amalian également. On voit que Force ouvrière et la CFDT ont du mal à rejoindre les positions de la CGT, même si on sait effectivement qu'il y a cette réunion ce soir au siège de la CGT à Montreuil. Alors d'abord, notons que demain, il y a une unité syndicale très large et que d'ailleurs, au-delà de l'unité syndicale, la plupart des partis et mouvements de gauche et écologistes appellent leurs adhérents à soutenir cette initiative, à participer à ces rassemblements et ces manifestations, en particulier le Parti socialiste, qui depuis quelque temps ne manifestait plus beaucoup. Donc là, on le voit parce que c'est notre modèle républicain qui est en cause. L'affaiblissement de la fonction publique, vous avez à juste titre parlé du nombre de postes que l'on veut supprimer. Au passage, je note que contrairement à ce qu'on nous raconte, il n'est pas vrai que sur les mêmes missions, il y ait plus de fonctionnaires en France que par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais deuxièmement, on a le problème du pouvoir d'achat et on voit que derrière le pouvoir d'achat des fonctionnaires, la mise en cause du niveau des salaires dans ce pays et des primes
est une grande préoccupation parce qu'il y a quand même une tendance à la chute ou au moins à la non-évaluation du pouvoir d'achat. Et troisièmement, il y a la question des ordonnances. Il y a eu quelques avancées, notamment Marie-Noëlle Lienemann, on se souvient de cet accord qui a été trouvé la semaine dernière avec les routiers, justement, pour sauver les primes. Loi travail. La loi travail, il n'y a pas une organisation syndicale qui est pour. Il n'y en a pas une. J'ai entendu encore M. Berger nous expliquer qu'ils étaient contre ces ordonnances. Qu'ils considéraient. Ils ne demandent pas le retrait et ils ne veulent pas aller dans la rue. Il ne va pas être dans la rue. Par contre, il demande à ce que des applications aient. Et le cas des routiers, c'est typique. D'ailleurs, la CFDT a été relativement en pointe aussi là-dessus. Le cas des routiers, ils se sont rendus compte des effets concrets que ça va avoir sur mes remises en cause. Mais ils ont obtenu gain de cause, Marie-Noëlle Lienemann. Ils ont obtenu gain de cause par dérogation. Pourquoi ils ont eu dérogation? Parce qu'on sait bien que quand les routiers protestent, ils ont une certaine capacité de nuisance et de blocage du pays. Mais on voit derrière de cette expérience que les métiers, les emplois dans les PME, dans les services où il y a moins de protection collective et où par ailleurs, si les gens font grève, ça a moins d'impact économique et social, eh ben, ils vont avoir les mêmes conséquences. L'exemple des routiers nous montre l'aberration de ces dispositions et la nécessité à minima sur ces sujets-là, c'est-à-dire les accords de branche sur les primes et non pas des accords d'entreprise. Il faut revoir complètement la copie. Moi, je suis pour le retrait, mais je pense que ce soir, il va y avoir entre les organisations syndicales la nécessité d'une mobilisation pour que les lignes bougent. Alors moi, je sais que pour qu'elle bouge beaucoup, le leader de FO moins, mais en tout cas, il faut qu'elle bouge. Ouais. Peut-être avec vous, Catherine Procaccia. Comment jugez-vous l'action du gouvernement? Est-ce que vous diriez qu'il est sourd, ce gouvernement, à la colère, à la grogne sociale actuellement? On ne peut pas dire qu'il soit sourd alors que la grogne sociale commence. Et je ne défends pas le gouvernement, mais j'ai été quand même relativement surprise pendant tout l'été de voir que les syndicats étaient plutôt tranquilles, bougeaient beaucoup moins qu'à l'époque de la loi El Khomri. Là, c'était quand même clair, c'était des ordonnances, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le texte de loi, on ne savait pas le contenu. Et finalement, tout le monde avait l'air d'être dans l'attente. Alors, est-ce que c'était l'été? On peut se poser des questions. Mais en tout cas, c'est un petit peu... que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de concertations aussi. Oui, c'est un peu surprenant que d'un seul coup, maintenant, il y ait tous ces mouvements, alors que par le système même des ordonnances qui modifient le Code du travail, c'était ça qu'il fallait contester avant, puisqu'il n'y a plus de maîtrise. Alors, savoir s'il est sourd, attendons de voir. En plus, moi j'estime que c'est pas dans la rue qu'on doit passer son temps à contester tout, sinon on n'avancera jamais. Et s'agissant de la journée de demain qui concerne les fonctionnaires, Marie-Noëlle Lienemann le disait, pourquoi les fonctionnaires qui finalement n'ont pas de problème d'emploi et autres vont-ils avoir une force et se faire entendre davantage que le salarié du privé, du PME et autres qui ont des soucis? Quand il y a des mesures, ces mesures, elles doivent s'appliquer à tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, le gel ou de qu'on soit... oui, mais le gel des salaires... public, c'est pas dans le privé que ça peut avoir lieu. Il s'agit de pas créer de postes, supprimer des postes. On n'embauche pas forcément dans le privé. Donc moi, je ne suis pas pour deux poids et deux mesures. On prend... on ne remplace pas les gens qui partent en retraite. C'est pas la même. Laissez-moi finir. Oui. Donc, pour moi, les mesures en matière de droit du travail, elles doivent s'appliquer à tout le monde et pas de façon catégorielle pour un tel et pour d'autres. Ouais. Jérôme Bignon, quel regard portez-vous sur la manifestation de demain et aussi cette réunion entre les syndicats ce soir? Est-ce que vous pensez finalement que la contestation contre les ordonnances touche à sa fin? Ça, je ne suis pas prophète, donc j'aurais du mal à le dire. Ce que j'observe, c'est que le pays a du mal à se remettre des 5 ans qu'on vient de passer. Ça, c'est quelque chose, et le pays est très secoué des 5 ans calamiteux qui viennent de se passer. On vit les conséquences de ces 5 ans. Vous pouvez peut-être, oui. Enfin, les 5 ans dernières n'ont pas été bonnes, ni pour l'emploi, ni pour la dette. On voit le nombre de projets qui sont bloqués parce qu'ils n'étaient pas financés. Donc, je crois qu'il faut comprendre.
en même temps, il faut comprendre les gens qui sont mécontents. Donc il y a une espèce de mouvement bizarre qui est en train de se produire dans le pays. Comme le dit très bien Mme Procaccia, cet été, on entend parler de rien pendant que les ordonnances sont en cours de discussion. C'est le cas de l'été. Oui, mais c'est pas normal. Quand on n'est pas content, on ne fait pas une pause d'un mois. Mais enfin, arrêtez, pendant le mois d'août, ça a été fait exprès, monsieur Bignon. Il ne faut pas nous prendre pour des niais. Ça a été fait l'été pour que justement il n'y ait pas de mouvement. J'ai essayé de ne pas vous interrompre. Allez-y. Je dis ce que je pense puisqu'on me le demande. Je pense mais cela dit, le principe que les gens se réveillent en disant finalement c'est pas bien, etc. Le droit de manifester est un droit constitutionnel qui me paraît pas devoir être mis en cause. Faut pas faire que ça. Faut discuter. C'est ce que le gouvernement avait essayé de faire pendant la préparation des ordonnances. On a eu l'impression effectivement que le dialogue avait été positif. Bon, il semblerait qu'il ne le soit pas ou qu'il n'ait pas été compris par les différentes instances syndicales ou à l'intérieur même des instances syndicales de la même façon. Qu'il y ait du mécontentement, de l'inquiétude, etc., ça me paraît légitime. On a 2000 milliards de dettes. On a un nombre de chômeurs qui, même si les choses sont moins mauvaises, n'a pas diminué. Tout ne va pas si bien dans le pays. Le climat, etc., etc. Quand on regarde toutes ces choses-là une par une, il y a une inquiétude légitime. Alors le gouvernement, il y a 5 mois qu'il est là, il ne peut pas avoir tout rétabli. Il essaye à sa façon d'y arriver. Il y a des gens qui sont favorables et qui marchent avec lui, d'autres qui regardent de façon circonspecte et d'autres enfin qui contestent systématiquement. Bon, voilà, moi je regarde plutôt de façon circonspecte, prudente, mais je pense qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. La façon d'avancer sur la réforme du Code du travail me paraît avoir été une bonne méthode. Maintenant, il faut voir comment ça va se mettre en application. Sur le reste, c'est vrai que les fonctionnaires ont des raisons légitimes d'être inquiets. Moins de fonctionnaires, ça veut dire moins d'emplois pour les fonctionnaires, moins de services pour les Français. Mais il y a une vraie question qu'il faut avoir en permanence dans la tête sur ces sujets-là. Est-ce que notre pays peut vivre le train de vie qu'il vit ? Est-ce que notre pays peut continuer largement à avoir une défense de première qualité, avoir une santé de première qualité, avoir une éducation de première qualité, alors que les gens sont en difficulté pour se nourrir, les banques alimentaires croulent sous les demandes, les gens ne sont pas logés comme ils devraient l'être, le logement insalubre est dans une situation extrêmement difficile. Fabien Gay, on sait qu'hier il y avait ce séminaire gouvernemental à Matignon où on voit clairement l'exécutif qui tente de mettre un petit coup de barre à gauche pour peut-être mettre en avant davantage les mesures sociales. Est-ce que ça, vous pensez que ça va permettre justement de faire baisser la contestation ? Non, mais moi, je ne suis pas thermomètre. Et c'est les gens, c'est les salariés, c'est les citoyens qui vont décider, avec leurs syndicats, là où ils placent la barre de la contestation sociale. C'est pas 5 ans les gens ont morflé. C'est depuis les 30 dernières années. Il y a une accélération sur les 10 dernières avec le quinquennat d'abord de Nicolas Sarkozy et malheureusement que François Hollande a prolongé. Dans ce pays, il y a 3,5 millions de mal logés. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 9 millions de pauvres. Voilà où nous en sommes. Et il y a une colère sourde, terrible, qui est en train de monter. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne l'entendent pas et ne l'écoutent pas. Moi, j'habite à Blanc-Ménil. Vous savez, le premier jour où j'ai été élu, le lendemain, mon voisin m'a dit « Mais tu pars où comme ça, habillé ?» Je lui ai dit « J'ai été élu au Sénat. » « Quoi ? Un mec comme toi élu au Sénat ? » « Oui. » Et il me dit « Tu sais, dis-leur une chose. » Nous, on a besoin des 5 euros d'APL. Et ici, à Blanc-Ménil, on n'aura jamais un yacht, ou on n'aura jamais des lingots d'or planqués en Suisse. Et ça, c'est terrible, ces premières mesures. Et aujourd'hui, quand je vous entends discuter, ce que vous dites, est-ce qu'on peut continuer à maintenir ce train de vie ? Est-ce qu'il faut rembourser à 100% les médicaments ? Aujourd'hui, il y a un chiffre terrible qui est tombé la semaine dernière. C'est pas dans l'Humanité, qui est un très bon journal, c'est le Figaro Magazine qui l'a dit le week-end. Vous savez combien ? 300 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux. 300 milliards d'euros, dont 150 milliards d'euros sont détenus par 3000 familles en France. Elle est là le nœud du problème. De l'argent, de l'argent, il en existe beaucoup dans ce pays. On en produit beaucoup. C'est le président des riches, Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites ? Oui, aujourd'hui, c'est le président des riches. On fait des choix quand on décide. Et c'est... Évidemment, c'est symbolique, mais 5 euros de moins dans un foyer ça fait 60 euros par an quand on a du mal à boucler les fins de mois. Qu'à partir du 15 du mois, on ne sait pas comment on va nourrir les gosses, oui, ça fait mal. Et dans le même mouvement, quand on dit
c'est les yachts, c'est les cheveux courts. Marine-Noël Et donc, on voit bien les efforts qui ont été faits, notamment Non, je reviens au séminaire d'hier. on peut pas dire qu'il y a des efforts, et les gens ne le disent pas comme ça en tout cas. Du gouvernement pour mettre en avant l'action sociale avec justement, on sait qu'Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux jeudi. Il va y avoir des annonces sur la formation professionnelle, l'apprentissage, sur la réforme de l'assurance chômage. De toute façon, ça donne pas. Enfin, je m'excuse, tout ça, c'est relativement du vent. Pour une raison d'abord simple, c'est que les quelques avancées, par exemple d'actualisation des minima, de quelques minima sociaux, c'est epsilon par rapport aux dépenses et qui sont les économies qui sont octroyées par la baisse de l'ISF, par toute une série d'avantages fiscaux donnés aux entreprises. À ce propos, il est passé assez inaperçu le rapport de bilan du fameux CICE. Vous vous rappelez, on a quand même fait 43 milliards d'aides aux entreprises qui devaient nous permettre de créer des emplois, d'investir, etc. Bilan des courses, on se rend compte qu'il y a très peu d'emplois qui ont été créés. Et puis alors, quand on prend la somme par emploi, c'est des montagnes. Que par ailleurs, il y a peu eu d'efforts d'investissement, de modernisation. Ça, c'était sous le précédent quinquennat. Je dis que donc des marges de manœuvre, mais j'ai toujours contesté ça, des marges de manœuvre, il y en a. C'est-à-dire de reprendre une philosophie qui est de dire, bien sûr, aidons les entreprises qui investissent, qui veulent se moderniser, accompagnons les créations d'emplois, mais on donne des aides sous conditions et en ciblant ces aides, et pas en gaspillant de l'argent, parce que cet argent, 41 milliards, c'est bien plus important que les avancées sociales. Il aura du mal à se débarrasser de cette étiquette de président des riches, Emmanuel Macron. Oui, et puis surtout, c'est un président qui ne joue pas, redonne pas confiance au pays. Quand vous accumulez, on a parlé de l'APL, quand vous accumulez la suppression des contrats aidés, à supposer même qu'ils ne soient pas tous opérationnels, ce que je veux bien croire, qu'il faille faire plus de formation, ce que je veux bien croire, en quoi les supprimer répond à cette question. Il fallait au contraire mettre de la formation, cibler mieux les critères, accompagner mieux les personnes en difficulté lourde. Donc il fait de la provocation en permanence en direction des catégories les plus modestes, les plus fragiles, et même la fonction publique. Moi, je veux bien qu'on nous explique la fonction publique française. Je le rappelle, quand vous faites le ratio pour les fonctions similaires, c'est-à-dire, par exemple, on compare les chiffres. Alors, on nous dit, il y a plus de fonctionnaires qu'en Allemagne. Oui, sauf qu'en Allemagne, il n'y a pas d'école maternelle, il n'y a pas de crèche publique, etc. Donc, quand il y a eu des comparaisons internationales sur les missions classiques de l'État, nous sommes au même niveau que les Allemands et que le Royaume-Uni. Et si on en supprime 120 000, on va être en dessous. Regardez l'état de l'hôpital public. Tout le monde le sait. Le mécontentement n'est pas seulement des fonctionnaires, mais de la qualité de nos services publics. Et donc ça, c'est fondamental pour le modèle républicain. La parole, Catherine Procaccia. Oui, mais on a l'impression, quand on vous entend, qu'il n'y a jamais eu le quinquennat d'avant et il y avait zéro chômeur quand Macron a commencé. Mais il empire les choses. Il empire les choses. Il est là depuis 5 mois. Il n'a pas pu les empirer beaucoup, puisqu'il y a une espèce de... Non, il y a une inertie, Mme Lienemann, vous connaissez ça par cœur. Il y a une inertie du pouvoir avant que les cabinets se mettent en place, que les choses se mettent en place. Moi, je ne suis pas chargé de le défendre. Je suis extrêmement indépendant. Ce que je voulais dire, non, pas du tout. Non, je suis assez libre. Je conçois que les 5 € de l'APL, la suppression, vous en avez oublié un, je vais vous le donner. Ce sont des erreurs de communication, c'est un problème de pédagogie, selon vous, de l'action du gouvernement. Le PTZ en zone rurale, je trouve que c'est absurde et ça n'a pas de sens par rapport aux besoins. Mais en même temps, vous avez dit très justement que le CICE s'est révélé une catastrophe. Vous n'avez pas dit qu'on a réussi chez Whirlpool à trouver un repreneur, à mettre de l'argent public intelligemment. C'est la loi Hollande qui oblige à rechercher un repreneur. Donc tout n'était pas non plus... Non, mais enfin on l'a trouvé, on l'a trouvé. Bien sûr, mais de toute façon... Est-ce que c'est un problème de pédagogie, de communication de la part du gouvernement aujourd'hui ? Il faut être capable de s'ajuster. Pour l'instant, c'est pas ajusté, c'est clair. Il y a encore des erreurs de casting, il y a des erreurs d'emploi du temps, des erreurs de communication, mais progressivement, il faut que les choses puissent se mettre en place. Alors on va voir, le vrai verdict, ça va être quand la loi de finances va être votée et qu'elle va entrer en application. Moi, je suis pas aussi sévère que vous, mais vous êtes dans votre rôle. Moi, je suis plus indépendant dans mon regard, donc je dis les choses, mais je pense qu'il y a des opportunités d'avancer dans la bonne direction. Il faut essayer de les aider. Est-ce que c'est uniquement lié à un problème de communication, au manque de pédagogie dont fait part l'exécutif, selon vous, cette situation ? Il est clair que les annonces, en règle générale, de ce gouvernement
elle tombe toujours très peu à propos. Quand il remet en cause l'armée la veille du 14 juillet, quand on annonce les APL, la baisse de 5 € des APL, alors qu'on annonce d'autres mesures, que là, on sort des lois. Et quelquefois, ils font des annonces qui ne se justifient absolument pas, et particulièrement dans le temps. Donc, je croyais que M. Macron, pour moi, il a été élu grâce à la communication et grâce aux médias et pas à autre chose. Eh bien, en tout cas, il gère plus du tout ça. Et je trouve qu'il fait, en matière d'annonce, lui et son gouvernement, catastrophe sur catastrophe. Parce que annoncer une mesure comme les APL qui pourrait survenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, est-ce qu'on a besoin de le faire à un moment comme celui-là? Donc, il met le feu aux poudres. Alors, est-ce que c'est une stratégie? J'en sais rien. Est-ce que la stratégie est de dire aux Français, vous voyez, je veux changer les choses et je mets tout le monde dans la rue? C'est un homme qui a été élu grâce à la communication. Est-ce que c'est de la communication et une façon de gouverner? On sait bien que Hollande, il balançait des sondes et quand il y avait des réactions, il retirait. Alors, est-ce que c'est une méthode? J'en sais rien. Je ne connais pas assez M. Macron pour ça. Est-ce qu'on pourrait attendre de nos présidents qu'ils fassent autre chose que de la com pour eux? En tous les cas, cette semaine, il va y avoir quand même un plan étudiant, un plan pauvreté. Emmanuel Macron met quand même un peu un cap à gauche. Vous diriez ça, Marina Lindemann? Des plans étudiants, quand on voit l'état du budget, parce qu'on connaît le budget, il n'y a que des restrictions, il n'y a pas du tout de mise en valeur de dépenses qui permettraient de remonter le niveau du nombre d'élèves. Insuffisant, vous dites. Etc. Donc il n'y a pas de stratégie, parce que sa stratégie, c'est rentrer dans le moule des 3% et de Bruxelles. Et après, vogue la galère, on verra, des jours radieux seront devant nous. Ben non, ça ne marchera pas comme ça. Déjà, Hollande a essayé de faire ça. Ça n'a pas marché. Lui, il essaie de faire... Deuxièmement, il est plus libéral encore que Hollande. Il nous fait du Thatcher et du Blair à 30 ans plus tard. C'est-à-dire quand on sait que donc ça rien ne ne trouve grâce à vos yeux, ces plans pauvreté qui sont annoncés. Je dis pas rien. J'ai voté, par exemple, la loi sur la modernisation de la vie publique, la moralisation. Ouais, mais c'est elle n'est pas très loin, mais bon, c'était positif. Des gadgets, c'est pas moi, ça je ne qui dis va pas qu'il n'y aura pas un ou deux. Hein. Je veux bien admettre que sur Whirlpool, son engagement est positif. Sur GMES, même s'il y a des difficultés, il n'était pas obligé de provoquer les salariés. Il fallait au contraire les accompagner en sachant bien la dureté que c'est pour des habitants de la Creuse, mais on maintient l'activité. En revanche, Alstom, je suis hyper angoissée. On est en train de perdre un des derniers grands fleurons de l'industrie française. Et nous sommes, puisqu'on parle des bilans, en exportation, le pays va super mal. Le Sénat aura l'occasion d'auditionner le PDG d'Alstom cette semaine d'ailleurs. Souvent très mauvais. Fabien Gay, sur cet aspect, les plans étudiants, les plans pauvreté qui sont annoncés cette semaine, vous dites que c'est insuffisant? Non, mais pareil, je ne suis pas dans la contestation, parce que j'entends, nous on va regarder et on répondra, parce qu'on est, y compris, je crois qu'il est urgent de proposer autre chose, y compris tout à l'heure, je reviens, mais les syndicats ne font pas que contester. On dit souvent, ils contestent, c'est que la loi de la rue. Ils ont fait des propositions, mais pourquoi aujourd'hui ils descendent dans la rue? Parce qu'on ne descend jamais dans la rue par plaisir. On perd jamais une journée de travail, 60, 70 ou 80 euros par plaisir. Moi j'entends souvent, oui, il y aurait des feignants, où il y a des gens, et c'est des professionnels de la contestation. Quand vous gagnez le SMIC, ou quand vous gagnez même 1500 euros, et que vous perdez une journée de travail, c'est dur à la fin du mois. Et quand vous en perdez 2 ou 3 ou 4, parce que les journées interprofessionnelles vont se démultiplier, c'est extrêmement difficile pour les salariés, il faut le redire. Donc oui, moi je ne suis pas non plus dans... Il n'y a que de l'erreur de la com. Emmanuel Macron, il a été élu sur un mandat politique. Et il est en train de l'appliquer et il va frapper vite et fort. Il a une méthode, c'est les ordonnances, c'est un mépris total, parce qu'on parle beaucoup de concertation, mais le modèle des ordonnances, c'est d'une violence rare, ça a tapé très vite, en plein cœur de l'été. Et il savait que c'est pour ça que c'est impossible de pouvoir mobiliser en plein cœur de l'été, et il s'attaque très vite. Le Code du travail, aujourd'hui, je dirais, c'est libéraliser le travail au maximum. Ça fait 30 ans qu'on essaye, 30 ans qu'on nous explique qu'il faut réduire le Code du travail, que c'est comme ça que ça va marcher,
que c'est comme ça qu'on va relancer le plein emploi. On nous vend beaucoup le modèle allemand. Mais moi, ma vision de ça, la société, parce que c'est deux visions de la société qui s'affrontent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la droite soutient beaucoup Emmanuel Macron, parce qu'ils ont la même en vérité. Moi, c'est pas le modèle. Un certain nombre de mesures dans les ordonnances. C'est pas le modèle à 1 euro. Moi, je veux pas vivre. Je veux pas vivre dans un pays où, et ça sera les jobs à 1 euro, où il faudra avoir 4 ou 5 contrats de travail par mois et que ça sera la précarité à vie et ne même pas savoir comment se loger. Parce que quand c'est la précarité à vie, derrière, c'est pas pouvoir se loger et c'est même pas pouvoir se construire. Donc oui, il y a urgence à se mobiliser et à construire une autre vision de la société. Celle qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il va taper fort. Vous parlez sur la finance, on l'attend avec impatience. Je pense que là aussi, les coûts sociaux vont être très rudes et très rapides. Et pourtant, le gouvernement semble vouloir tourner la page des ordonnances, Catherine Procaccia, et je le disais, avec la réception à l'Élysée par Emmanuel Macron, des partenaires sociaux, jeudi, avec des annonces sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. Oui, il faut excusez-moi, mais là-dessus, moi j'ai une vision un petit peu différente, parce que les lois sur la formation professionnelle, je suis sénateur depuis un certain nombre d'années, et la formation professionnelle, c'est un moyen de pression, puisqu'on sait que c'est la source de financement des syndicats. Donc, on reçoit les syndicats sur la formation professionnelle, et que va-t-on leur proposer ? Je ne sais pas s'il n'y aura pas un marchandage, puisque je fais partie de celles qui ont toujours estimé que la formation ne fonctionne pas en France. On dépense 30 milliards qui vont je ne sais où. Vous entendez par marchandage, Catherine Procaccia ? Et surtout, qui ne servent pas à grand-chose. Marchandage, c'est-à-dire on revoit le financement de la formation professionnelle donc le financement des syndicats. On va beaucoup plus loin qu'envisager si vous ne nous laissez pas tranquilles par rapport aux ordonnances du travail qui ont été négociées. C'est une approche qui est la mienne. Je ne connais pas encore le gouvernement, mais ça pourrait être tout à fait possible dans les négociations syndicales. Moi, j'ai une vision plus équilibrée d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que la formation professionnelle, ça ne marche pas comme ça devrait marcher, peut-être compte tenu de l'argent qu'on y met, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Dieu soit loué, à la fois pour les jeunes et pour ceux qui sont au chômage, qui ont l'opportunité. Les 32 milliards, ils ne sont pas brûlés. C'est comme l'argent du CICE, ça n'a pas été aussi efficace que M. Hollande devait l'espérer, mais il y avait quelque part une bonne idée. Dans la réforme du Code du travail, il y a des choses qui sont peut-être allées un peu loin par rapport à ce qu'espéraient les syndicats, mais il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas allées aussi loin que l'attendait le patronat, et par voie de conséquence, l'équilibre, c'est probablement la chose la plus difficile du monde, trouver l'équilibre. Donc, trouver l'équilibre dans une politique, Mme Lienemann a été au gouvernement, c'est pas équilibré, mais il y a quand même beaucoup de nos compatriotes, quand ils en parlent, sont préoccupés de voir 2000 milliards de dettes, sont préoccupés de voir... Bien sûr, ils ont raison. Et ils ont raison. Donc le problème, c'est comment fait-on ? Et M. Macron propose une méthode que je ne suis pas derrière lui, puisque je ne suis pas en marche, mais... j'essaye de le créditer d'une bonne intention. On va voir dans 5 mois. Pas de procès d'intention, c'est ce que vous dites, Jérôme Bignon. Eh bien, merci. Merci, Marie-Noëlle Lienemann. Les ordonnances ont accru encore le pavé du Code du travail. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Merci Marie-Noëlle Lienemann, merci Catherine Procaccia, merci Fabien Gay, merci à vous Jérôme Bignon. On va retrouver Tam Tranui qui nous attend en direct de la salle des conférences, puisque la commission mixte paritaire sur le projet de loi sécurité intérieure vient de se terminer. Vous êtes avec le président de la commission des lois, Philippe Bas. Y a-t-il eu accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale ? Oui, Philippe Bas, il y a donc eu accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur un texte commun pour ce projet de loi relatif à la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Quels sont les termes principaux et les apports du Sénat ? Cet accord s'est fait avec l'idée que sur des choses aussi restrictives pour les libertés que sont la fermeture de lieux de culte, la mise en place de périmètres de sécurité où on doit justifier son identité, ouvrir son coffre, laisser fouiller son sac, sur des assignations à résidence, même si on les a renommées, mais aussi sur des perquisitions administratives, il faut absolument que ces mesures qui ne peuvent être justifiées que par la lutte contre le terrorisme soient des mesures temporaires et non pas permanentes.
elles sont temporaires dans l'état d'urgence, par exemple. Et le Parlement revote tous les 3 mois ou les 6 mois sur l'état d'urgence et il contrôle de près l'état d'urgence. Mais quand on modifie le code pénal dans la durée, on ne peut pas accepter des mesures trop restrictives pour les libertés et par conséquent, il faut qu'elles soient temporaires. Donc nous avons étendu ce que nous avons appelé la clause d'autodestruction que le Sénat avait inventée au mois de juillet à toutes les mesures restrictives de liberté dans cette loi. Et d'autre part, nous avons veillé à ce que ces mesures soient strictement proportionnées aux fins poursuivies et assorties de garanties. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous nous sommes opposés à ce que l'on puisse exiger au cours d'une perquisition administrative à la personne qui est sur les lieux de la perquisition qu'elle fournisse ses identifiants d'ordinateur ou de téléphone portable. C'était une ligne rouge dont avait parlé Gérard Larcher la semaine dernière. Et je crois que le président Larcher a bien fait de rappeler la vocation du Sénat, non seulement à donner à l'État les moyens de la sécurité face au terrorisme, mais aussi à respecter cette tradition de protection des libertés publiques qui est un peu ici notre marque de fabrique. Nous cherchons le meilleur équilibre possible. Nous ne voulons pas que durablement, dans 10, 20 ou 30 ans, il y ait dans notre code pénal des mesures restrictives des libertés sans que le Parlement n'ait de nouveau à intervenir. Eh bien, dans 3 ans, si on veut maintenir ces mesures, il faudra que le gouvernement revienne devant le Parlement. La droite sénatoriale a joué une partition bien particulière et assez différente de la droite à l'Assemblée nationale, qui était vraiment sur les questions sécuritaires, qui jugeait le texte essentiellement laxiste. En ce qui nous concerne, nous avons au contraire une vision commune qui consiste à dire attention, plutôt qu'une version dégradée de l'état d'urgence, si vous, gouvernement, vous estimez que la situation reste la situation la plus dangereuse dans l'échelle du danger en matière de lutte contre le terrorisme, vous devez nous demander de rétablir une nouvelle fois l'état d'urgence à partir du mois de novembre, car ce texte ne comporte pas les mêmes moyens que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Donc ça n'est pas parce que nous sommes d'accord sur ce texte-là et qu'il pourra rentrer en application une fois voté que nous préconisons la levée de l'état d'urgence. Évidemment, ce sont 2 sujets qui sont totalement différents. Donc là, vous demandez même la prolongation de l'état d'urgence au-delà du 1er novembre, malgré ce projet de loi ? C'est au gouvernement d'en prendre l'initiative en fonction des informations dont il dispose. Ce que nous considérons, c'est que les événements des dernières semaines montrent qu'il y a toujours de très graves motifs d'inquiétude et que dans ces conditions, si le gouvernement estime en avoir besoin, nous serons là pour le voter et nous pensons même que l'état d'urgence, qui est assorti d'un contrôle parlementaire très étroit, parce qu'il est voté pour 3 mois, 4 mois ou 6 mois, puis surtout, on a des comités de suivi, et tous les actes pris par le gouvernement doivent faire l'objet d'une communication, par le gouvernement, doivent faire l'objet d'une communication au Parlement immédiatement. Il y avait d'autres points de divergence, de différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Là, par exemple, la fréquence des pointages auprès des autorités pour les personnes assignées à résidence ou encore la fermeture des lieux de culte, les motifs de fermeture des lieux de culte. Où est-ce que vous en êtes sur ces sujets finalement ? Nous avons trouvé un bon accord sur ces sujets aussi, en s'inspirant pour ce qui concerne le pointage des personnes assignées à résidence de ce qui se pratique pour les contrôles qu'on fait subir aux gens qui rentreraient de pays où on peut s'entraîner dans des commandos pour le djihad. Ces personnes sont assignées à résidence, elles doivent pointer 3 fois par semaine. Nous avons admis de pouvoir le faire aussi dans le cadre des assignations à résidence, à condition que le motif soit bien la lutte contre le terrorisme et rien d'autre. Et sur la fermeture des lieux de culte, on se rappelle, vous aviez retoqué les idées, les théories. Pour vous, c'était des motifs qui étaient trop imprécis. C'est surtout une question de rédaction. Il y avait écrit que quand des écrits, des théories ou des idées pouvaient constituer des appels à la violence, on pouvait temporairement fermer un lieu de culte. Mais un écrit et une théorie, ça ne se passe pas sur le même plan. Les écrits peuvent énoncer des théories et les théories peuvent être orales. Donc c'était une pure question de rédaction que nous avons résolue. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à nos questions pour ce projet de loi sur lequel Assemblée nationale et Sénat se sont donc mis d'accord ce soir en commission mixte paritaire.
Merci Yotam pour cette première réaction de Philippe Bas. On aura l'occasion de revenir sur cet accord qui vient d'être trouvé entre les deux assemblées dans notre débat à 17h30. Je vous le disais, dernière ligne droite pour les candidats à la présidence LR. Qui sera candidat face à Laurent Wauquiez? Plusieurs petits candidats se peinent à rassembler les parrainages nécessaires. On sait déjà que Laurent Saillet a jeté l'éponge. Héloïse Grégoire. À 2 jours de la clôture des candidatures, ils ne sont plus que 5 à se disputer la présidence des Républicains. Faute de parrainage, Laurent Saillet a jeté l'éponge ce matin et Laurent Wauquiez fait toujours figure d'ultra favori. Les candidats doivent disposer du parrainage d'au moins 2347 adhérents et de 13 parlementaires. Julien Aubert revendique le parrainage d'un peu plus de 1800 adhérents. Le député du Vaucluse est en difficulté et dénonce le mode de scrutin. Ce mode de filtrage favorise ceux qui sont déjà connus, donc ceux qui ne sont pas nouveaux. Donc par conséquent, nous avons organisé un mode de scrutin qui ne permet pas le renouvellement de la classe politique à droite. Soutenu par les jupéistes, Maël de Calan est quant à lui optimiste. Il revendique le soutien de 21 parlementaires et de 2200 militants, ce qui n'est pas encore suffisant. En principe, on y sera, mais on y sera d'autant plus qu'on continue à travailler, on continue à nous mobiliser pour trouver à la fois des parlementaires supplémentaires, des adhérents pour nous soutenir. Parce que ce qui est en cause, c'est pas uniquement d'être candidat et d'être sur la ligne de départ. Ce qui compte, c'est d'être bien placé sur la ligne d'arrivée. Et plus on aura de soutien, plus les idées qu'on porte, qui sont celles d'une droite ouverte, humaniste, européenne, libérale, plus ces idées seront représentées et entendues. L'ancienne porte-parole de François Fillon à la présidentielle, Florence Portelli, est également confiante. Mais elle n'a pas souhaité s'exprimer à 2 jours de la clôture des dossiers. De son côté, l'ancien proche de Nicolas Sarkozy, Daniel Fasquelle, pense se qualifier et déclare avoir, lui, le soutien de 2000 adhérents et le nombre suffisant de parlementaires. Qui sera donc en face de Laurent Wauquiez? Réponse le 26 octobre prochain. La Catalogne retient son souffle. Son président séparatiste n'écarte toujours pas une déclaration d'indépendance demain si Madrid refuse une médiation. Après un week-end où des centaines de milliers de Catalans lui ont demandé de renoncer, Samia Dechir. Barcelone s'est réveillée dans l'incertitude ce matin. L'indépendance de la Catalogne pourrait être déclarée demain lors de la séance du Parlement régional prévue à 18h. Je n'ai pas peur, non. Mais je veux savoir dans quelle situation politique on se trouve. Parce que personne ne sait ce qui va se passer ici. Une semaine après le référendum d'autodétermination, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier pour dire non à l'indépendance de la Catalogne. La Catalogne, c'est l'Espagne. Le message, martelé toute la journée, a conforté Mariano Rajoy dans son intransigeance face aux indépendantistes. Si les autorités catalanes en viennent à déclarer unilatéralement l'indépendance, il se dit prêt à suspendre l'autonomie de la région, comme l'y autorise la Constitution. Le gouvernement empêchera toute déclaration d'indépendance de se traduire en quoi que ce soit. L'Espagne restera l'Espagne et le restera encore longtemps. Madrid ferme ainsi toute idée de dialogue avec les indépendantistes. Leur leader, Carles Puigdemont, continue de réclamer une médiation internationale sans laquelle il se dit prêt à aller jusqu'au bout. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive à nos demandes de médiation, nous ferons ce que nous sommes venus faire. Les deux camps semblent aujourd'hui irréconciliables. Pour faire monter la pression, Madrid brandit l'arme économique. Un décret vient d'être publié pour faciliter le transfert de sièges sociaux d'entreprises. Plusieurs banques et grandes sociétés ont déjà franchi le pas en quittant Barcelone pour Madrid. Et Cyril Trépied, géographe spécialiste de la Catalogne, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Cyril Trépied. Bonjour. La Catalogne et l'Espagne plus que jamais dans l'incertitude après les manifestations hier et avant la réunion du Parlement catalan demain. Que peut-il se passer demain? Carles Puigdemont va-t-il déclarer l'indépendance de la Catalogne? C'est toute la question. C'est un dirigeant qui sait entretenir le suspense. C'est un homme de communication, comme vous le savez. Et il est possible qu'il le fasse, mais on ne peut pas être définitif sur ce point. Il est possible, notamment au vu des déplacements importants de sièges sociaux d'entreprises,
démente une partie du discours indépendantiste selon lequel les entreprises catalanes seraient en meilleure santé, que leurs intérêts seraient mieux sauvegardés dans le cadre d'une Catalogne indépendante. Eh bien, il est possible que, malgré tout, il recule au moins temporairement. Il est possible aussi que il fasse une déclaration, mais en disant qu'elle n'a pas vocation à avoir d'effet immédiat, qu'elle est un effet différé. Cette hypothèse, une solution de compromis. Ce serait une solution de compromis, effectivement, mais ça ne résoudrait rien sur le fond. Et cette éventualité d'une déclaration unilatérale d'indépendance à effet différé a été soumise au président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, dans sa récente interview à El País. Et il a dit que ça ne changeait fondamentalement rien au problème et que là, il resterait dans l'illégalité tant qu'il ne retirerait pas vraiment cette menace de déclaration unilatérale. Est-ce que cette déclaration unilatérale d'indépendance aurait une valeur légale ? Non. Non, clairement. Absolument pas. Non. En dehors du gouvernement catalan, non. On parle beaucoup de l'article 155 de la Constitution espagnole qui permet effectivement au gouvernement central, à Madrid, de retirer une partie de l'autonomie d'une province. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et c'est ça que pourrait enclencher Mariano Rajoy en cas de déclaration unilatérale d'indépendance. Oui. C'est une possibilité. Ça n'a jamais eu lieu en Espagne, absolument jamais, quelle que soit la communauté autonome concernée. Et cela permet effectivement, avec une majorité absolue du Sénat espagnol, majorité absolue que le Parti populaire possède au Sénat, mais qu'il n'a pas au Congrès des députés de Madrid, de suspendre une autonomie. La question lui a évidemment été posée par le journaliste d'El País avant-hier, mais il a répondu qu'il n'excluait rien. Mariano Rajoy n'exclut rien, mais en même temps, il a montré toute la difficulté qu'il y a à utiliser pour la première fois cet article, dans la mesure où les deux autres grandes forces politiques espagnoles, le PSOE et Podemos, n'y sont pas très favorables. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive, nous ferons ce que nous sommes venus faire. C'est ce qu'a déclaré Carlos Puigdemont hier. C'est clairement une menace, nous ferons ce que nous sommes venus faire. C'est une menace contre Rajoy, une menace contre Bruxelles également. Oui, tout à fait, c'est une menace. C'est une menace qui s'inscrit dans la droite ligne du discours qu'il a tenu jusqu'à présent. Il s'agit d'un indépendantiste historique. Ce n'est pas quelqu'un qui a épousé tardivement la cause indépendantiste lorsqu'elle est devenue à la mode. Et il faut se rappeler que ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont n'ont obtenu dans leurs parlements respectifs la majorité absolue. Et que Carles Puigdemont est au pouvoir en Catalogne grâce à trois partis, le sien, mais aussi ERC qui s'est allié au sien pour les élections de 2015, et puis le parti indépendantiste d'extrême gauche, la CUP, dont la déclaration unilatérale d'indépendance, quelle que soit sa valeur légale réelle, est la première option. Ce n'est pas un scénario parmi d'autres, c'est pour lui la seule voie d'accès à l'État. Ce référendum, ce vote du 1er octobre, pourquoi a-t-il été validé puisqu'il n'y a eu que 42-43% de votants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les 50% minimum légaux de votants. Alors justement, indépendamment des violences policières, ce référendum n'a pas été organisé avec les garanties minimales pour qu'un référendum ait une réelle valeur juridique. Il n'y a pas eu par le gouvernement catalan la fixation d'un seuil de participation minimale, et il n'y a pas eu non plus la fixation d'un seuil de oui au-delà duquel... Il n'a au jour d'aujourd'hui aucune valeur légale. Aucune valeur légale, mais on est dans une position de principe. Et le gouvernement catalan savait parfaitement qu'il était inconstitutionnel, mais il y a une différence entre la perception qu'avaient
de ce vote les dirigeants catalans et la perception qu'avaient les citoyens catalans qui ont voté, pour qui, en revanche, il a une vraie valeur. Alors, Cyril Trépied, on voit sur les images qui passent derrière vous. Hier, entre 350 et 900 000 manifestants sont descendus en masse dans les rues de Barcelone. Est-ce que ça peut faire changer les choses? Est-ce que le succès de ce rassemblement peut faire infléchir les indépendantistes? Alors, oui, s'ils ne s'en tiennent pas au discours facile, les Catalans, ce sont ceux qui veulent l'indépendance, et ceux qui ont défilé hier, ce que nous voyons sur les images, ce sont des Espagnols. La preuve, une partie des participants à cette manifestation sont venus des autres régions d'Espagne, et pour le cas des indépendantistes, ils diraient même d'Espagne, tout court. Mais c'est une vision idéologique de ce qui s'est passé. Il s'agit de la première manifestation d'un mouvement contre l'indépendance, sachant qu'au sein des opposants aujourd'hui à l'indépendance, il y a différentes sensibilités. D'où la difficulté de s'organiser, qui plus est pour des personnes qui, pour souvent, n'avaient pas l'habitude du tout de manifester. Donc c'est un tournant, effectivement. Parlons maintenant des conséquences d'une déclaration d'indépendance si elle arrivait demain, si elle intervenait demain. Nathalie Loiseau, la ministre française, bien sûr, des Affaires européennes, a rappelé ce matin que la première conséquence d'une telle déclaration serait que la Catalogne sortirait automatiquement de l'Union européenne. C'est ça, une sortie serait automatique en cas de déclaration? Oui. Et Nathalie Loiseau a rappelé quelque chose que les présidents successifs de la Commission européenne, depuis Romano Prodi, c'est-à-dire depuis 2004, ont rappelé. Mais les dirigeants catalans, d'abord, à l'époque, n'avaient pas l'objectif officiel de l'indépendance, tout en y pensant. Mais ils ont toujours dit que la Catalogne est tellement européenne qu'elle ne pouvait absolument pas, dans aucune situation, être exclue de l'Union européenne. Mais la réalité, c'est que même si aucun texte ne prévoit explicitement cette hypothèse parce que le problème ne s'est jamais posé comme ça jusqu'à une date récente pour l'Écosse, au sein de l'Union européenne, la réponse c'est clairement que une sécession au sein d'un État membre provoquerait la sortie de l'Union européenne, de la zone euro et de la zone Schengen, du nouvel État ainsi constitué. La Catalogne ne pourrait pas garder l'euro comme monnaie? Certainement pas. Certainement pas, mais là-dessus, il y a eu un discours lénifiant des dirigeants catalans, avec l'idée que... un discours trompeur? Un discours trompeur, oui. Et en même temps, la Catalogne a été un modèle pendant des années dans l'implication, dans la construction européenne, des régions à compétences législatives. Sans la Catalogne et quelques autres, pas de comité des régions, pas d'alliance des régions à compétences législatives. Mais jamais, jusqu'à fin 2012, les dirigeants catalans n'ont dit le moindre mot d'indépendance à Bruxelles. Très bien, merci beaucoup. Merci Cyril Trépied d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Cyril Trépied, merci à vous Saverien. C'est l'information de l'après-midi. Au Sénat, un accord a été trouvé entre députés et sénateurs sur le projet de loi antiterroriste, celui qui doit renforcer la sécurité intérieure. Dans ce texte, une des mesures les plus polémiques, c'est l'assignation à résidence. Elle fera désormais partie des mesures de droit commun. Pourtant, son efficacité est contestée dans la lutte contre le terrorisme, d'autant que certaines assignations ont été jugées abusives par le Conseil d'État. C'est un reportage de Flora Sauvage. Accusé à tort d'avoir fait des repérages aux abords du domicile d'un journaliste de Charlie Hebdo, Halim Abdelmalek est assigné à résidence pendant 2 mois, au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Il doit pointer 3 fois par jour au commissariat et il a l'interdiction de sortir du territoire de sa commune sans autorisation. Le point de départ, c'est que j'étais en bas de chez ma mère, qui habite là depuis qu'on est petit, quoi. Et sans le savoir, il y avait un des responsables du journal Charlie Hebdo qui habitait là-bas, Monsieur Riss, qui habitait derrière chez ma mère. Et donc il y avait son système de sécurité, là, la police qui s'occupait de sa protection. Et ils m'ont vu à l'arrêt sur mon scooter avec la barbe, au visage découvert. Le soir même, ils viennent chez moi, la brigade antiterroriste, elle vient à minuit, elle débarque, j'étais pas là, ils laissent une convocation à mon épouse pour le lendemain. Donc je me présente dans leurs locaux au 36 quai des Orfèvres le lendemain et je reste en interrogatoire pendant 6 heures. Janvier 2016, le Conseil d'État abroge finalement l'arrêté d'assignation à résidence. Mais le cauchemar demeure pour ce père de 2 enfants, gérant d'une entreprise de dépannage de 2 roues. J'ai dû licencier mes employés, j'ai perdu une bonne partie de mes clients.
Et que même maintenant, je peux même plus voyager tranquillement. Même quand je voyage maintenant, je sors je sors du territoire français, je me fais contrôler à la PAF en France, je me fais contrôler à la PAF à l'étranger, à ma destination. On me bloque pendant des 4 heures, 5 heures, on me ramène à des services secrets du pays, on me ramène à la brigade antiterroriste. On croit laisser quelque chose derrière nous, on se dit ça y est, on repart avec un nouveau départ, mais en fait non, c'est pas vrai. Ça nous suit toujours. Aujourd'hui en France, 39 personnes sont encore assignées à résidence. Une disposition que condamne William Bourdon, l'avocat d'Halim Abdelmalek. Le principe de précaution, c'est sur les produits, c'est pas sur les hommes. Et si on l'applique sur les hommes, on rentre dans quelque chose qu'a voulu à un moment donné envisager Bush aux États-Unis. Il a été freiné par la Cour suprême, c'est-à-dire d'institutionnaliser à la fois dans le droit, mais aussi dans les attitudes des agents publics, une logique de soupçon. La logique de soupçon, évidemment, qu'elle substitue à l'administration de la preuve d'une possible culpabilité, elle substitue une présomption de dangerosité. Au syndicat de police Alliance, on affirme que les assignations à résidence sont pourtant utiles. Parfois, une assignation à résidence permet de mettre en œuvre en fait des procédures, des techniques de renseignement et qui permettent de déboucher sur d'autres actions. Le ministre l'a très bien expliqué puisque il a dit que les mesures de l'état d'urgence, notamment, avaient permis de déjouer des attentats. Au nom de la lutte antiterroriste, la loi va permettre, hors état d'urgence, de mettre en place des assignations à résidence. Les personnes ciblées devront aussi fournir tous leurs numéros de téléphone et identifiants de communication électronique. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Esther Benbassa, bonjour, sénatrice communiste maintenant. Vous appartenez au groupe communiste. Rattaché au groupe communiste de Paris. Merci d'être avec nous. Julien Bargeton est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur à la République En Marche de Paris. Laurence Blisson est également avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Olivier Marlex, bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Eure-et-Loire. Première question pour vous, puisqu'on vient de l'apprendre, il y a eu cet accord trouvé en CMP entre députés et sénateur. Julien Bargeton, vous êtes satisfait bien que les deux assemblées aient trouvé un compromis, puissent travailler ensemble? Je suis satisfait que sur un sujet aussi important que celui-là, les parlementaires puissent travailler ensemble. Il s'agit de protéger les Français face à la menace terroriste. Le risque terroriste reste extrêmement élevé et il est durable. Et il faut concilier les libertés publiques et les libertés individuelles avec la protection des Français. C'est cet équilibre que permet ce texte. Nous avions l'état d'urgence et nous en étions à la 5e ou 6e, je ne sais plus, reconduction de l'état d'urgence. Il fallait une sortie par le haut, une sortie maîtrisée qui permet d'intégrer une partie des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, tout en à la fois supprimant certaines mesures, en les contrôlant. Il y a notamment le fait que le Parlement sera associé au suivi et au contrôle des mesures. Je crois que c'est une bonne chose. À rajouter aussi certains éléments. Et finalement, l'objectif du texte est respecté, c'est-à-dire de ne pas baisser la garde. Nous ne pouvons pas baisser la garde et en même temps, il faut trouver des mesures sur le long terme. Cela s'accompagne d'ailleurs du recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, et puis d'un effort assez substantiel pour le ministère de la Justice, notamment dans les priorités budgétaires. Donc je crois que c'est un tout. Cette loi à elle seule n'est pas le seul élément qui permette de lutter contre le terrorisme, mais en recrutant davantage de policiers et de gendarmes et aussi en œuvrant pour le ministère de la Justice, eh bien, on peut arriver à cet équilibre. Alors Esther Benbassa, on sait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part du Sénat sur cette version votée récemment par les députés. Est-ce que vous êtes satisfaite du compromis? Est-ce que le Sénat a joué son rôle de garant des libertés individuelles? Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Là, il y a eu un consensus sans grand changement. Je n'ai pas pu entendre Monsieur Bas, entendre les propos de Monsieur Bas sur la CMP puisqu'il venait de sortir. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui est changé. Il n'y aura plus de contrôle pour les assignés à résidence une fois par jour, mais 3 fois par semaine. Mais il reste qu'avec cette loi, nous entrons définitivement dans un état d'exception. Ça veut dire que nous mettons fin à l'état de droit. Et c'est terriblement angoissant parce qu'aujourd'hui, ça va, on a des régimes qui sont
démocratique, mais pensons à l'avenir, on peut avoir un régime qui ne le soit pas, on sera contre. Notre liberté de circulation a été limitée, notre liberté de culte. Les derniers attentats ne justifient pas cette les situation, attentats. Écoutez, si vous me posez la question de cette façon-là, si je vous dis ça ne justifie pas, je suis pro-terrorisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout mon cas. Dans les autres pays européens, il n'y a pas eu d'état d'urgence et ces États sont confrontés comme nous au terrorisme. Ça veut dire qu'on peut gérer ça. D'ailleurs, l'état d'urgence, excusez-moi de vous le dire, et aussi la loi que nous avons faite juste avant celle-ci, qui faisait entrer dans l'état et dans le droit commun certaines des spécificités de l'état d'urgence, n'ont pas empêché qu'il y ait dans le pays de très nombreux attentats sous état d'urgence. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se donner les armes législatives pour combattre le terrorisme, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on va le combattre. Olivier Marleix va peut-être vous rejoindre sur ce dernier point. La multiplication des lois, ce n'est pas ça qui fera. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que sortir de l'état d'urgence dans la situation actuelle, où la menace terroriste reste extrêmement élevée, on l'a vu encore malheureusement il y a quelques jours à Marseille. On l'a vu aussi avec une découverte de bonbonnes de gaz dans un immeuble de Paris. Sortir de l'état d'urgence dans la situation actuelle est, à mes yeux, une faute. Mais avec ce texte, il prend le relais justement de l'état d'urgence. On n'en sort pas vraiment, Olivier Marleix. L'état d'urgence a empêché. Ça, c'est le. Oui, mais il n'a pas non plus restreint la liberté. De nombreux Olivier Marleix, ont été évités. Le gouvernement l'a dit. Esther Benbassa, pas tous ensemble, s'il vous plaît, sinon on ne s'entend pas. Allez-y, Olivier Marleix. Malheureusement, aujourd'hui, on va moins protéger les Français avec ce nouveau texte qu'on ne le faisait avec l'état d'urgence. Il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui terminées. Vous parliez il y a quelques instants de l'assignation à résidence. Ce sera désormais chose impossible, ou alors de manière extrêmement dégradée. L'assignation à résidence sera à l'échelle d'une ville comme Paris ou d'une ville comme Lyon ou comme Marseille. C'est donc une mesure extrêmement relative, dégradée. C'est la fin des fouilles de véhicules, de manière administrative. C'est la fin des perquisitions administratives. Tout ça, mais ça s'appellera visite et saisine. Visite domiciliaire et ça n'a absolument plus rien à voir. Donc on sort de l'état d'urgence. On a un texte Canada Dry qui vient remplacer ces mesures, mais qui n'est absolument pas. Pour autant, il fallait bien trouver un moyen d'en sortir de cet état d'urgence. Je pense qu'il ne fallait pas sortir de l'état d'urgence. C'est là qu'on a un point de désaccord. Mais en quoi est-ce qu'on sort ? Il y a eu dans notre pays 243 victimes du terrorisme depuis 2 ans. Il y a quelques jours, 2 jeunes femmes sont mortes alors qu'elles n'avaient rien demandé à personne sous les coups de couteau d'un fou. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le terrorisme serait une sorte d'aléa qu'il faudra assumer en démocratie. On va donner la parole à Laurence Bisson, qu'on n'a pas encore entendu. Le devoir de l'État, sur ce plateau. Quel regard portez-vous sur la loi, le compromis? Ce qui me paraît essentiel de dire, c'est que personne ici ne conteste l'importance de la menace terroriste, ni n'adopte finalement une attitude telle que celle qu'évoquait M. Marleix. Par contre, il y a un certain nombre de garanties qui doivent être données lorsqu'on lutte contre le terrorisme. Et il faut rappeler que ce dont on parle, c'est une forme de criminalité. C'est une forme de criminalité et une forme de délinquance contre laquelle des moyens policiers et judiciaires peuvent être mis en œuvre. Ce qui vient d'être acté dans la CMP, c'est au final un texte qui effectivement a très peu évolué visiblement depuis l'Assemblée. C'est d'ailleurs extrêmement dommageable qu'encore une fois ce texte ait été soumis à une procédure d'urgence parlementaire qui fait qu'on se prive d'un second débat devant chacune des assemblées et qu'il y a un accord qui est pris en catimini. Mais le temps pressé, il fallait trouver, faire voter un texte avant le 1er novembre. Eh bien, c'est là que nous avons un point de désaccord, notamment puisque nous pensons que nous pouvons absolument sortir de l'état d'urgence et par ailleurs qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un texte supplémentaire. Voilà, c'est là où c'est un texte d'équilibre. Ce que nous disons. Alors, l'équilibre, ça n'est pas simplement être au milieu. Est-ce que les magistrats aujourd'hui ont besoin de ces mesures liées à l'état d'urgence ? D'abord, je dirais, le juge judiciaire étant savamment écarté de l'ensemble de ces mesures, la question de son besoin ne se pose pas véritablement. Le juge des libertés est présent. Le juge des libertés est présent comme un alibi. Il va donner son autorisation pour les perquisitions administratives qui, effectivement, seront absolument identiques à celles de l'état d'urgence. Il va donner
il va statuer sur ces mesures-là dans un contexte qui fait que pour nous, il ne va en réalité servir d'alibi. Le véritable problème, c'est qu'on est en train de substituer une logique du soupçon dans laquelle on n'a pas des éléments concrets, étayés sur une procédure d'enquête, qui permettent de penser qu'une personne a commis ou va commettre une infraction, et en l'occurrence une infraction terroriste, une association de malfaiteurs terroristes par exemple, mais qu'on lui applique, et cela vient de l'exécutif, des mesures privatives de liberté et des mesures d'intrusion. Et c'est contre ça que nous luttons, et nous disons, aujourd'hui nous avons déjà un arsenal pénal antiterroriste qui est l'un des plus développés au monde. Il est axé autour de la centralisation des acteurs. Il est axé autour de pouvoirs dérogatoires de procédure pénale et d'infraction pénale de l'anticipation. Ça veut dire qu'on intervient avant. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'anticipation, un sous-droit pénal qui est en train de brider véritablement, de brader les droits des personnes. Et on a vu dans le reportage tout à l'heure, cette personne qui a été visée par l'état d'urgence, contre laquelle rien n'a été retenu au final, et tout dans son entourage, c'est absolument délité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train de créer les conditions de ce droit pénal. Je répondrai à M. Olivier Marleix que lorsque le gouvernement Fillon-Sarkozy avait supprimé 10 000 postes de gendarmes et de policiers, là, on avait baissé la garde, et c'est l'inverse que fait ce gouvernement. Moi, je ne partage pas les appréciations. Je ne partage pas. Il y a 10 000 postes. Il a supprimé 500 millions d'emplois dans le budget. 10 000 postes prévus. 10 000 postes prévus. Lorsque j'entends ça, moi je ne partage pas ce fantasme de l'État policier sur la prévention. Entre l'angélisme, le laxisme et ce fantasme de l'État policier, il y a la République. Et la République, elle doit protéger les Français contre la menace terroriste. Et ce que vous dites, si jamais il y a des difficultés, il y a bien le contrôle du juge, soit le juge des libertés de la détention, soit du juge administratif, notamment par exemple pour exploiter les données qui ont été trouvées dans les visites domiciliaires. Il y a donc un ensemble de garanties. Nous ne sortons pas de l'état de droit. Nous trouvons une solution pérenne à cette question de l'état d'urgence. Et je trouve que c'était évidemment intelligent ce qu'il fallait faire. Et si jamais il y a des difficultés, comme cela s'est déjà produit, évidemment, le juge sera saisi et rendra ses décisions si le texte n'a pas été appliqué selon les règles prévues. Donc je crois qu'il faut, à mon avis, nuancer cette vision qui est un peu caricaturale sur ce qui serait un État policier. On a eu cette critique sous l'état d'urgence. En quoi l'état d'urgence a restreint les libertés des Français, les libertés de manifester, la liberté de circulation. On a eu Nuit debout, on a eu les manifestations contre la loi El Khomri pendant l'état d'urgence. Donc la liberté, les libertés publiques sont sauvegardées. Alors, Olivier Marleix, ensuite. Merci. Moi, je ne crois absolument pas à cette espèce de en même temps macronien appliqué au terrorisme qui nous amène au texte hybride que dénonçait Mme Blisson. Et paradoxalement, peut-être, je rejoins plus Mme Blisson sur le fait que je pense qu'il faut bien séparer les choses. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent... quand on est dans le cadre de l'état d'urgence, on sait qu'on est dans un cadre temporaire, exceptionnel, dérogatoire à l'état de droit commun. Là, on rentre dans un système avec des mesures qui effectivement sont transposées et qui seront ad vitam aeternam. Moi, j'aurais préféré que ces mesures soient par exemple inscrites pour une durée... Alors, il y a une clause, d'autodestruction qui a été conservée par le Sénat en 2020. Voilà. Oui. En revanche, très clairement, par rapport à ce que dit Mme Blisson, oui, on a un arsenal terroriste, antiterroriste extrêmement important dans notre code de la sécurité intérieure. Cela dit, cette menace, elle est quand même extrêmement... Dans le code de procédure pénale, s'il vous plaît. C'est effectivement le mouvement. Dans les deux, dans le code de la sécurité intérieure. Désormais, beaucoup trop dans le code de la sécurité intérieure. Les mesures dérogatoires sont dans le code de la sécurité intérieure, pas dans effectivement. On est quand même face à une menace totalement nouvelle, une menace inédite, une menace que l'on ne connaissait pas, sur laquelle nous n'avons pas de précédent. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 2000 Français qui sont partis faire le djihad et qui commencent à revenir. Quand ils reviennent, on sait les difficultés qu'il y a à les appréhender. Un élément, par exemple, fourni par un service de renseignement étranger, nous disant que la personne s'est livrée à des exactions, n'est pas forcément recevable devant la justice pénale. Vous le savez très bien. Donc, on est dans des situations un peu compliquées à gérer. On est sur des retours qui sont extrêmement mal maîtrisés, mal identifiés. Donc, c'est pour ça que des mesures administratives trouvent leur place en complément de ce que fait traditionnellement la justice antiterroriste, qui est effectivement très efficace. Fichier de transporteur, contrôle aux frontières, il y a des éléments de réponse. Peut-être qu'il
il aurait été plus opportun, au lieu de multiplier ces lois restrictives et liberticides, de faire de la prévention. Vous n'êtes pas d'accord, je peux avoir une opinion quand même. Je ne suis pas la seule. Les ONG, l'ONU et d'autres organismes, dont le syndicat de la magistrature, ont dénoncé Elle doit quand se faire même à quel cette niveau loi. la prévention, Esther Benbassa? La prévention en amont. Il faut quand même faire du désengagement, du désendoctrinement en amont. Quand deux Syriens viennent se faire sauter devant le Stade de France, madame, je pense que la prévention de la radicalisation n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, est-ce que l'état d'urgence a empêché un quelconque attentat? Oui, probablement un certain nombre, effectivement. On voudrait en savoir plus. Beaucoup ont été en tout déjoués. cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on a laissé à la préfecture, à son administration, à la police, le fait de gérer cet état. Et le juge a quasiment disparu. Oui. Regardez, vous avez regardé vraiment la loi. Ça serait très bien de la regarder. Alors nous sommes donc dans une situation où nous sommes franchement dans un état d'exception à perpétuité. Et sans se demander quelles seront les conséquences si on est confronté à différentes situations qui ne sont pas le terrorisme. Je vous pose la question, est-ce que le juge a disparu? C'est exactement, précisément ce qui me paraît important de rétablir. Souvent, le débat est caricaturé sur une opposition de chapelle qui serait le juge judiciaire contre le juge administratif et le juge judiciaire se sentirait dépossédé. Je crois que nous, au syndicat de la magistrature, on a été très clairs dès le départ en disant que la question qui se posait véritablement dans cette matière, ça n'était pas tant de savoir quel était le juge, mais dans quelles conditions est-ce qu'il intervient. Il y a 3 éléments qui sont essentiels dans une intervention, dans un contrôle juridictionnel. Il y a le moment de cette intervention. Et le moment, a priori, c'est un moment systématique. Le juge judiciaire intervient a priori de manière systématique. Le juge administratif, à quelques exceptions près dans ce texte, intervient s'il est saisi par une personne, et donc de manière non systématique et après coup. Ça, c'est un premier problème. Mais le problème se niche en réalité dans 2 autres problèmes beaucoup plus essentiels qui sont comment est-ce que la loi est écrite ? Si la loi est écrite de manière très claire et très restrictive, le contrôle du juge sera sévère, il sera restrictif, évidemment. Si la loi est floue, si elle utilise des terminologies ou des situations, si elle évoque des situations extrêmement larges, à ce moment-là, son contrôle sera beaucoup plus relâché, puisqu'en réalité, beaucoup de situations entreront dans ce cadre-là. C'est ce à quoi nous faisons face. Dernière chose, sur quel élément de preuve est-ce que le juge sera amené à examiner les affaires dont on parle? En l'occurrence, le juge judiciaire, dans les procès antiterroristes, il a une procédure policière dont certains éléments émanent du renseignement. On ne parle pas de la même chose, on parle de la prévention. Effectivement, ce qui différencie, je pense, c'est la volonté de prévenir les attentats. C'est pas simplement de bien juger en droit. 3 quarts des dossiers judiciaires sont des dossiers d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Cela signifie qu'ils interviennent avant même la commission. Peut-être la réponse de Julien Bargeton. Là, on est en train de parler. Mais ce texte a aussi écouté les remontées des professionnels. Je pense par exemple à quelque chose qui a été ajouté, qui a été le fait de faire pression sur des mineurs sur lesquels on a autorité pour les pousser à s'associer à une entreprise terroriste. C'était plutôt une demande de François Molins, le procureur général de Paris. Cela a été entendu et cela a été ajouté en cours de la procédure parlementaire d'ailleurs pour justement prendre en compte aussi les besoins exprimés par les professionnels. Moi je crois qu'il faut sortir quand même de ces visions caricaturales pour regarder ce qu'il y a dans la réalité du texte. Il y a aussi des éléments de précision. Est-ce que c'est un texte efficace qui a été voté, Julien Bargeton? Est-ce que ce texte va être efficace pour lutter contre le terrorisme? Ce texte est une brique dans l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme qui est indispensable. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi bien sûr le renforcement des moyens qui est indispensable et le travail de nos services au quotidien, services de police, services de renseignement. Donc c'est un texte qui participe de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, mais bien sûr avec d'autres éléments comme le renforcement des moyens et le recrutement de forces de police supplémentaires. Ouais. Rapidement, Olivier Marleix. Monsieur Bargeton, je crois que vous êtes obnubilé par la police. Vous croyez que plus vous augmenterez le nombre de policiers, plus il y aura des possibilités d'arrêter le terrorisme. Il faut vérifier, c'est pas au nombre que ça se joue. En faisant l'inverse, on prend plus de risques. Oui.
enfin, écoutez, je vais vous donner un chiffre. Fin 2015, n'est-ce pas, sur 6 000 perquisitions sous état d'urgence, il y a eu 41 mises en examen, dont 21 seulement pour apologie du terrorisme. Je veux bien savoir si on peut parler d'efficacité pour les cas d'urgence. De très nombreux attentats ont été déjoués, vous le savez. Oui, mais un certain nombre sont communiqués, pas toujours. Écoutez, mais il y a eu beaucoup d'attentats déjoués. Bon, comment vous le savez? Est-ce que vous avez des preuves? On nous a parlé de 6 à 8 attentats qui auraient été... Eh bien, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord autour de ce plateau, Esther Benbassa. On va retourner voir Tam Tranoui. Merci à vous pour voir justement ce qui a été retenu à l'occasion de cette CMP. Merci à tous les quatre. C'est à vous, Tam. Oui, Delphine, eh bien, la commission mixte paritaire s'est donc déroulée relativement rapidement, à peine 1 heure. Il faut dire que députés et sénateurs avaient déjà réglé les points de divergence en amont, et tout cela s'est déroulé plutôt dans une atmosphère consensuelle, loin des débats qu'il y avait par exemple tout à l'heure en plateau. C'est la confirmation que nous avons eue de la députée de La République En Marche, Naïma Moutchou, que nous avons pu interroger tout à l'heure à la sortie. Pour le coup, il y a vraiment eu un consensus et c'est ce qui vraiment nous a importé, c'est qu'il puisse y avoir un accord sur ce texte. Alors il y a eu quelques points qui ont été discutés, notamment par exemple les abords immédiats des périmètres de protection, la notion d'idée ou de théorie dans le cadre des fermetures de lieux de culte, mais d'un point de vue général néanmoins, nous avons réussi à nous mettre d'accord. Sur le fond, donc, chacun a réussi à faire un pas l'un vers l'autre. Alors, du côté des satisfactions du Sénat, il y a notamment le maintien dans le texte sur lequel ils se sont mis d'accord de la clause d'autodestruction introduite par le Sénat au mois de juillet. C'est une clause qui prévoit une date limite à un certain nombre de mesures privatives de liberté, comme les assignations à résidence, les perquisitions administratives et, c'est nouveau, également les périmètres de sécurité ou encore la fermeture des lieux de culte. Autre mesure à laquelle tenait le Sénat, le fait que soit supprimé du projet de loi le fait que les personnes assignées à résidence doivent donner leurs identifiants numériques. Les sénateurs pointaient là un risque de constitutionnalité. Donc une satisfaction plutôt du côté du président LR de la commission des lois, Philippe Bas. Néanmoins, ce dernier juge que l'état d'urgence resterait préférable. On l'écoute. Attention, plutôt qu'une version dégradée de l'état d'urgence, si vous, gouvernement, vous estimez que la situation reste la situation la plus dangereuse dans l'échelle du danger en matière de lutte contre le terrorisme, vous devez nous demander de rétablir une nouvelle fois l'état d'urgence à partir du mois de novembre, car ce texte ne comporte pas les mêmes moyens que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Donc ça n'est pas parce que nous sommes d'accord sur ce texte-là et qu'il pourra rentrer en application une fois voté que nous préconisons la levée de l'état d'urgence. Évidemment, ce sont deux sujets qui sont totalement différents. Oui, alors en clair, Philippe Bas met l'exécutif face à ses responsabilités. Ce n'est pas parce que la majorité sénatoriale a adopté ce projet de loi qu'elle juge qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Et la politique reste donc toujours là. Merci à vous, Tam. Et il faudra compter pour une adoption définitive de ce texte la semaine prochaine, probablement le 18. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous. Sénateur à domicile, le principe, un élu nous emmène sur le terrain dans son département pour vous faire découvrir une initiative au niveau local. Aujourd'hui, nous allons dans le Gers avec Raymond Val. Depuis 2015, son territoire expérimente un nouveau dispositif, le contrat de réciprocité. Objectif, dépasser le clivage ville-campagne en encourageant notamment les coopérations entre les espaces ruraux et urbains. C'est un reportage de Fabien Recker. C'est le plus grand site industriel d'Europe. Il s'étend sur 700 hectares. Les halls d'assemblage d'Airbus sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, d'où sortent entre autres l'A350 et l'A380. 25 000 employés travaillent ici sans compter les nombreux sous-traitants. Un gigantisme qui n'est pas sans poser quelques problèmes. 40 000 personnes rentrent sur notre site. Je disais 34 000 places de parking parce que très peu de transport public. Donc forcément, dans ces déplacements pendulaires, tous les matins, entre 7h30 et 9h, évidemment, tout le monde arrive sur cette zone aéroportuaire et ça congestionne. Alors, pour soulager le site de Blagnac, Airbus permet dorénavant à certains salariés de travailler à distance. Raymond Val, sénateur du Gers, voilà une opportunité. Pour lui, le télétravail est un argument qui permet d'attirer des salariés d'Airbus sur son territoire. Nous avons besoin d'accueillir de nouvelles populations dans le Gers qui ne compte que 190 000 habitants.
il y a 150 ans, il en comptait 300 000. Donc vous voyez, on a des capacités d'accueillir de nouvelles populations, jeunes, actives, qui enrichissent notre territoire, tout en permettant à cette métropole d'avoir une proposition d'accueil qui est originale. Les gens qui viennent d'autres pays européens, herbusiens en quelque sorte, mais ils ne font pas tous le choix d'habiter au centre de Toulouse. Une métropole congestionnée à proximité d'un territoire rural en perte de vitesse. Un contraste qui a mené les deux collectivités à signer un contrat de réciprocité. Objectif, mieux coopérer sur le tourisme ou l'alimentation et faire du développement du télétravail une priorité. La face plus difficile de la croissance toulousaine, c'est que aux heures de pointe, nous sommes embouteillés. À partir du moment où cette croissance et le travail qui en découle peut être organisé de telle manière que certains acteurs économiques, certains agents, certains employés n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler, peuvent travailler depuis chez eux, alors on gagne beaucoup parce qu'on soutient le développement sans provoquer les problèmes de mobilité que connaissent les grandes villes et qui généralement vont avec ce développement. Un développement que les élus gersois espèrent drainer vers l'ouest du département plus enclavé. À 50 km de Toulouse, Gimont, sur l'itinéraire grand gabarit emprunté pour le transport des pièces détachées de l'A380. Sur ce chantier, une zone d'activité doit sortir de terre d'ici l'été, dont 150 m² de bureaux dédiés au télétravail. Il nous semble intéressant à 25-30 minutes de Toulouse demain de pouvoir mettre à disposition des lieux adaptés. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, le télétravail va devenir l'essence même de nos territoires ruraux. Je suis convaincu qu'on a une opportunité de développer le territoire, de ne pas être simplement des villes dortoirs. Bonjour Cédric, comment ça va? Mais certains n'ont pas attendu leurs élus pour prendre les devants. À 20 km de là, dans le village de Samatan, Cédric Danflou a ouvert un espace de coworking il y a 3 ans. 180 m² de bureaux en accès libre. Pour lui, c'est l'avenir du travail en zone rurale. J'avais le souhait d'avoir une activité qui impacte mon territoire. Voilà, c'était vraiment un souhait que j'avais. Et le tiers-lieu et le télétravail permettent de remettre un petit peu d'économie dans ces zones qui sont délaissées. Sur les 1300 salariés d'Airbus en télétravail pour l'instant, seulement 25 vivent dans le département du Gers. Mais Raymond Val espère qu'avec les investissements nécessaires, de plus en plus d'entreprises feront travailler leur personnel à distance. Loin des nuisances de la métropole, le Gers est prêt à les accueillir. Raymond Val, bonjour, sénateur RDSE du Gers. On vient de le voir, vous avez souhaité que votre territoire expérimente ce nouveau dispositif. On voit que ça se met en place, ça fonctionne bien. Pourtant, ça reste au stade expérimental. Est-ce que vous avez les assurances que ce dispositif soit pérennisé ? Bien, écoutez, d'abord, je vous remercie de me permettre de parler de ce dispositif. Effectivement, depuis 2015 et le comité interministériel du mois de mars, on a donc ouvert la possibilité de créer donc une coopération entre territoires urbains et ruraux. Alors ça porte comme nom un contrat de réciprocité et je pense qu'il faut savoir que le gouvernement précédent, à travers les pactes État-métropole, 15 métropoles, ont signé donc un pacte qui prévoit une coopération avec un territoire périurbain et rural. Sur les 15 métropoles, aujourd'hui 2 seules ont signé ce contrat. Il s'agit de la métropole de Brest et de la métropole de Toulouse. Pour ce qui concerne celui donc de la métropole de Toulouse, c'est avec le pays Porte de Gascogne, puisqu'il faut avoir un partenaire pour la métropole. Nous avons pris, nous, l'échelle d'un pays, d'un PETR qui m'est cher, puisqu'il a été créé au Sénat, et qui permet donc d'ouvrir cette coopération sur des thèmes qui, on l'a vu, sont essentiels pour que nous puissions, à notre place, avec nos moyens, mais aussi nos atouts, accompagner ces métropoles qui sont un facteur de développement incontestable. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter notre contribution. Nous avons du foncier, nous avons la possibilité de recevoir des nouveaux habitants, on l'a vu dans ce reportage. Le fait que des départements comme les nôtres puissent être désenclavés sur le plan numérique renforce la capacité de maintenir des populations sur nos territoires qui vont travailler 2 jours par semaine peut-être à Toulouse, mais qui resteront sur le territoire pour y consommer, pour y habiter et pour apporter une nouvelle richesse. Lors de la dernière campagne présidentielle, on a beaucoup parlé de cette fracture territoriale. Vous la vivez, vous, au quotidien, dans votre département. Ça a souvent été aussi avancé pour expliquer en partie le vote Front National. Oui, c'est exact. C'est vrai que depuis
20 ans, 30 ans, petit à petit, il y a eu une forme de résignation parce que ces territoires ont l'impression qu'ils ont été abandonnés. Et les éléments qui se traduisent sur le plan des urnes sont souvent des éléments consécutifs au service public en particulier, la désertification médicale, vous l'avez dit, mais aussi tous les autres services. Et le fait que nos jeunes sont obligés de s'expatrier pour trouver du travail. Et tout ceci donne l'impression que si nous laissons cette fracture en l'état, les chiffres sont catastrophiques. Aujourd'hui, 82% de la richesse économique est concentrée dans les métropoles. Et si nous ne faisons rien... Est-ce que vous faites confiance au gouvernement actuel, justement, pour continuer à trouver un rééquilibre entre les territoires? On prête souvent l'intention, Emmanuel Macron, de donner trop de pouvoir, justement, à ces métropoles. Je suis très vigilant. Effectivement, j'ai cité les dernières actions du gouvernement précédent sur lesquelles je pense qu'on peut bâtir, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait concrètement... Alors, je porte au crédit de ce gouvernement que ce contrat de réciprocité a été signé par le ministre, par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion. Et votre ancien collègue ici. Et mon ancien collègue du Sénat. Et je pense qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il se montrera, à mon avis, un interlocuteur favorable à cette politique, mais qui doit être développée. C'est pour ça qu'avec le président Jean-Luc Moudin, qui préside France Urbaine, et le sénateur Raymond Bal, votre serviteur, qui préside l'association des pays et PETR, nous avons signé une convention nationale pour aider les autres territoires qui voudraient essayer de se servir peut-être de nos contrats, mais chaque territoire est un cas particulier. En tout cas, nous sommes là pour les aider. Et je sais que 13 autres négociations sont en cours. Eh bien, merci beaucoup Raymond Bal d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce contrat de réciprocité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée et à demain.